Alors bonjour à tous. J'espère que vous allez au mieux pendant cette période un peu spéciale. Donc on va passer un certain temps maintenant à analyser un événement qui a eu lieu en 2016 et qui nous semble particulièrement intéressant du point de vue de la sécurité informatique, qui est le cyberbraquage de la Banque centrale du Bangladesh. Donc posez-moi vos questions et comme le disait Davy, j'aurai probablement pas l'occasion de les voir en direct, mais sans doute que à la fin on pourra essayer d'y répondre. Alors, l'ensemble des informations qui sont sur cette présentation sont des informations publiques ou disons qu'on peut trouver publiquement. L'intérêt de la présentation, quand je l'ai faite, et je l'ai commencé en fait juste après le début de ce cyberbraquage, l'intérêt de cette présentation, c'est que en mettant ensemble des informations éparses, ça permet d'avoir une vision synthétique et unifiée de ce qui s'est passé. On n'a pas un article qui donne uniquement un point de vue, ou celui d'une société qui a fait une investigation, ou celui d'une autorité de régulation. On a une vision, j'ai essayé d'avoir une vision complète de la chronologie. Rapidement, me concernant, je travaille donc chez Randorisec et je suis expert, manager cybersécurité depuis longtemps. J'ai commencé à travailler dans le domaine en 1998, donc au siècle dernier, dans la cryptographie pour la première partie de ma carrière. Et j'ai travaillé pendant plusieurs années dans une banque centrale, ce qui, bien sûr, m'a donné une certaine proximité avec ces thématiques que nous allons aborder maintenant. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui, ça a l'air. Je regarde les commentaires rapidement et ça a l'air bien. Hop. Alors, Swift, très rapidement, et je vais passer vraiment rapidement parce que Nicolas Cronier, mon ami et collègue qui présentera juste après, et ex-collègue qui présentera juste après, vous fera une présentation beaucoup plus exhaustive de Swift. Très rapidement, Swift, c'est une coopérative basée en Belgique qui date des années 70 et qui, pour le dire simplement, relie les banques, les établissements financiers, les courtiers et puis certaines grandes entreprises corporate entre elles à travers le monde. La dernière phrase, elle est, de mon point de vue, assez importante pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. C'est Swift a une situation qui est une situation de facto quasi monopolistique. C'est-à-dire que l'immense majorité des transactions financières se fait via Swift. Quelques fonctions, quelques services de Swift. On a Interact qui consiste à envoyer des transactions unitaires. Alors pour les techniciens, j'ai mis que c'était l'équivalent d'un flux SMTP. On a FileAct qui permet d'envoyer des transactions groupées, l'équivalent, disons, d'un FTP où on va envoyer un fichier avec beaucoup d'informations. Et puis on a le Browse qui permet de faire une sorte de browsing. Je crois que ça a été une des dernières fonctionnalités qui a été implémentée dans Swift. Alors, on a globalement, Nicolas va présenter ça tout à l'heure de façon plus détaillée, mais on a, enfin, dans mon esprit, je ne suis pas un spécialiste de Swift, je suis un spécialiste cybersécurité, mais enfin, on a deux grandes familles d'architecture. Une première famille d'architecture dans laquelle Swift ne va manager qu'en fait des routeurs qui vont être dans notre système d'information et le reste est laissé à la main du participant, du client. Et puis une deuxième forme d'architecture où Swift va manager beaucoup plus... On est toujours sur le premier slide. Je vois la question. Si c'est le cas, c'est pas normal. OK. Non, pas pour moi. Très bien. Donc c'est pas une question générale. Donc je reprends le fil. Donc on a une deuxième partie où Swift va manager l'ensemble des composants qu'on va héberger dans notre système d'information et qui vont être interconnectés, qui vont être connectés au système d'information. Alors, maintenant, la chronologie.
Donc le Bangladesh, quelque part, avant le 24 janvier 2016, la date exacte est peut-être connue de ceux qui ont fait l'investigation, mais n'est pas, à ma connaissance, publiquement connue, des attaquants dérobent des identifiants d'un opérateur de la Banque du Bangladesh, d'un opérateur SWIFT de la Banque du Bangladesh, probablement via des emails de phishing. Comme souvent, ça commence par des choses très très simples, un email avec une pièce jointe ou un lien. Ayant dérobé ces identifiants, ils réussissent à installer au sein de la Banque centrale du Bangladesh 6 différents types de malware. Donc c'est déjà quelque chose qui commence assez fort par rapport aux attaques qu'on a l'habitude de voir dans nos environnements, puisqu'il y a déjà d'emblée 6 différents types de malware qui sont introduits. Alors ensuite, qu'est-ce qu'ils font, les attaquants, entre le 24 janvier et le 2 février, c'est-à-dire en l'espace de quelques jours? Ils font une reconnaissance interne du système d'information de la Banque centrale. En gros, ils essayent de chercher les systèmes qui les intéressent. Ils cherchent les systèmes qui les intéressent pour procéder, pour aller plus loin dans leur attaque et procéder aux transactions frauduleuses. Ils essayent de se connecter plusieurs fois à des systèmes SWIFT sans forcément y arriver, c'est-à-dire qu'il y a des échecs réussites, échecs réussites, enfin plutôt essais, échecs, essais, échecs, jusqu'à ce qu'ils finissent par y arriver. Ils lancent également des outils qui permettent de monitorer et d'effacer un certain nombre, de monitorer un certain nombre de comportements de la plateforme SWIFT et aussi d'effacer un certain nombre d'entrées de la base de données. Exactement lesquelles, je ne sais pas. Ce qu'il faut dire aussi, je ne l'ai pas précisé, l'information, il y a beaucoup d'informations qui a été rendue publique, mais toute l'information n'a pas été rendue publique. C'est-à-dire qu'il y a des investigations qui ont été menées. Certaines de ces investigations ont probablement été versées à des dossiers de contentieux, on le verra tout à l'heure avec une autre banque centrale. Donc, le jeudi 4 février 2016, vers 20h. Donc, c'est la veille de week-end au Bangladesh. Donc, le Bangladesh, pays musulman, donc le vendredi est week-end. Veille de week-end, la plupart des employés de la Banque centrale du Bangladesh ont quitté le bureau et les attaquants envoient les transactions frauduleuses. La première transaction, elle atteint un des comptes de la Banque centrale du Bangladesh est détenu par la Fed de New York, la réserve américaine. Elle atteint, la première transaction atteint vers 10h du matin le jeudi 4, New York. Et il s'agit d'un virement de 20 millions de dollars de la Banque centrale du Bangladesh vers un compte au Sri Lanka. Et puis ensuite, on a 34 autres transactions qui sont envoyées pour un total à peu près de 1 milliard de dollars. C'est un gros cyberbraquage qui a eu lieu. Mais les transactions, les 34 transactions qui ont été envoyées, contiennent des anomalies. Alors, les anomalies, c'est des anomalies finalement assez basiques pour des gens qui connaissent un peu Swift. Par exemple, les transactions n'avaient pas de nom de banque destinatrice inscrite dans le message Swift. Encore une fois, je ne suis pas un spécialiste Swift, mais enfin, j'ai vu quelques messages, et c'est vrai qu'en général, il y a une banque destinatrice. Et puis, il y avait aussi des noms de personnes physiques, comme étant les destinataires des transactions, ce qui est tout à fait inhabituel pour une banque centrale. Alors, une banque centrale, je vous rappelle que la différence entre une banque centrale et une banque privée, c'est que la banque centrale, c'est celle auprès de laquelle c'est la banque auprès de laquelle les banques privées vont ouvrir des comptes. Et en général, ce sont des banques qui sont très liées à l'État, qui émettent la monnaie aussi dans l'immense majorité des cas. Alors, et puis la dernière anomalie, en tout cas du côté de la Fed, c'est que c'était des transactions qui étaient tout à fait inhabituelles. C'est-à-dire que dans les 8 mois qui avaient précédé, la Fed n'avait jamais reçu de transaction d'un montant si élevé. Alors, côté Fed, d'après la presse, et beaucoup des informations qui sont dans cette présentation viennent de la presse, donc d'après la presse, il y a une équipe à la Fed qui gère les transactions. Alors, ils peuvent trouver jusqu'à une centaine de transactions le matin quand ils arrivent, cette équipe, qui émane d'autres banques centrales dont ils tiennent les comptes. Et c'est des montants très élevés, puisque la moyenne, 800 milliards par jour, donc c'est beaucoup
de transactions qui sont traitées par cette équipe. Mais la plupart de ces transactions sont traitées de façon automatique. Et vous voyez au dernier point que l'équipe est constituée d'une dizaine de personnes. Donc, probablement là que les contrôles qui auraient dû permettre de détecter immédiatement ces transactions n'ont pas été. L'équipe n'était pas suffisamment dimensionnée pour les mener à bien. Alors, bien sûr, il vérifie le format, mais il vérifie aussi l'absence de l'émetteur ou de destinataire dans un certain nombre de listes anti-blanchiment ou de listes de sanctions internationales. Alors, les 35 transactions, elles sont rejetées. Comme je l'ai dit, il y avait des formats qui n'étaient pas corrects, donc la Fed les rejette. Et presque immédiatement après leur rejet, elles sont réémises, c'est-à-dire que les attaquants en direct réémettent les transactions. Et là, 5 de ces transactions sont finalement acceptées. Et puis les autres sont mises en stand-by pour vérification. Alors les vérifications montrent bien à la Fed que quelque chose ne va pas. Et la Fed contacte la Banque centrale du Bangladesh, et ça c'est important de bien l'avoir en tête, elle contacte la Banque centrale du Bangladesh via le système de messagerie SWIFT. Mais côté Banque centrale du Bangladesh, l'un des 6 malwares qui avaient été installés, dont j'ai parlé tout à l'heure, avait pour fonction exclusive de bloquer les messages des correspondants. Donc, très concrètement, le message de la Fed à la Banque centrale du Bangladesh ne leur parvient pas. Alors, un jour après le début de l'attaque, le lendemain, donc le vendredi, le numéro 2 de la Banque centrale du Bangladesh arrive au bureau vers 10h30 et il constate que, contrairement à l'habitude, les transactions de la veille n'ont pas été imprimées. Donc, eux ont un système qui existait encore dans beaucoup de banques ici, il n'y a pas si longtemps que ça. Ils ont un système qui imprimait en papier les transactions qui avaient été passées la veille pour vérification comptable, vérification que ça s'était bien passé. Et là, il constate que ce n'est pas le cas. Alors, il essaye d'imprimer, mais vers 11h15, il en est assez, et puis il part, et puis il ne s'inquiète pas plus que ça. Alors, il ne réussit pas à imprimer, et puis il part, il ne s'inquiète pas plus que ça, parce que dans le passé, l'imprimante avait déjà dysfonctionné, chose classique, les imprimantes qui ne fonctionnent pas, et donc il se dit, bon, c'est encore l'imprimante qui ne marche pas, pas très grave. Sauf que cette fois, la raison du dysfonctionnement, c'est qu'un des malwares, un des 6 malwares que j'ai évoqués tout à l'heure, était dédié au blocage, spécifique au blocage de l'impression. Donc le cyberbraquage à cette heure est toujours pas découvert, et cette dimension temporelle est très importante parce que vous savez que les transactions financières sont quasiment jamais simultanées, instantanées. Il y a toujours certains délais, et dans la plupart des cas, ça nous laisse une possibilité de rattraper, en quelque sorte, une transaction frauduleuse. Pas toujours, mais souvent. Or, plus le temps passe, et plus ce rattrapage devient compliqué, voire impossible. Alors, la Fed continue, elle, de son côté, à vérifier les transactions. Et puis, certaines de ces transactions attirent leur attention à la Fed. Une de ces alertes provient du fait qu'il y a le nom Jupiter dans certaines transactions. Et Jupiter est un nom qui apparaît comme lié aux sanctions vis-à-vis de l'Iran. Ce nom apparaît dans des listes de sanctions liées à l'Iran. C'est le nom d'un cargo, je crois. Sauf qu'il se trouve que là, c'est un hasard complet, puisque la raison pour laquelle Jupiter apparaît dans les transactions, c'est que l'adresse de l'une des banques destinatrices est Jupiter Street à Manille. Quoi qu'il en soit, la Fed envoie à nouveau des messages à la Banque du Bangladesh, et le malware, côté Banque du Bangladesh, bloque toujours l'affichage de ces messages. Le samedi, le numéro 2 de la Banque centrale du Bangladesh retourne au bureau, et puis il essaye à nouveau d'imprimer les confirmations, mais là, il finit par s'apercevoir avec son équipe que quelque chose ne fonctionne pas. En l'occurrence, il y a des plateformes qui ne démarrent pas comme elles devraient démarrer.
Il réussit finalement à 12h30 à imprimer les transactions et là, il s'aperçoit qu'il y a eu des transactions frauduleuses qui sont parties. Alors évidemment, il voit aussi à ce moment-là, une fois qu'ils ont redémarré un certain nombre de systèmes, je ne sais pas exactement lesquels, il voit également les messages que leur a envoyés la Fed. Alors la Banque du Bangladesh, qu'est-ce qu'elle fait? Elle essaie de contacter la Fed, normal, mais là, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas de contact direct. C'est-à-dire que la seule façon de communiquer avec la Fed, c'était comme la Fed avec la Banque du Bangladesh, c'est-à-dire via Swift. Ils n'ont pas de contact direct. Alors ils finissent par trouver un email sur le site web de la Fed. Ils envoient des messages, mais côté Fed, ce mail n'est pas checké tous les jours, et en particulier pas le week-end. Alors, parmi les messages, ils disent explicitement qu'ils ont été piratés et qu'il faut arrêter les transactions. Alors, ils essayent aussi d'appeler plusieurs fois la Fed, mais les coups de fil n'aboutissent pas parce que c'est le week-end. Alors, le numéro 1, le gouverneur de la Banque centrale est informé le dimanche. Vous voyez que là, il y a quand même un petit décalage. Hein. Il est informé le dimanche, mais on lui explique que c'est pas si grave, que l'argent est encore dans les tuyaux, on devrait réussir à le rattraper. Alors, le lundi, le 8, la Banque centrale du Bangladesh récupère son infrastructure, réinstalle son infrastructure Swift, réussit à la réinstaller, à la refaire fonctionner, et elle envoie des messages top urgent à la Fed en expliquant que les 35 transactions qui avaient été envoyées plusieurs jours auparavant étaient frauduleuses. La Fed explique que le message a été transféré aux banques auxquelles les transactions ont été relayées. Alors, il y a 20 millions qui ont été envoyés au Sri Lanka et qui sont récupérés grâce à une détection d'une banque intermédiaire, la Deutsche Bank, qui a servi de relais intermédiaire. Pour quelle raison, je ne sais pas, Nicolas pourra expliquer pourquoi de temps en temps il y a des banques intermédiaires dans les transactions. Mais enfin, là, il y a la Deutsche Bank qui a repéré quelque chose dans les transactions, et j'évoquerai tout à l'heure ce qu'ils ont repéré, et c'est assez cocasse, et donc ils ont bloqué ces 20 millions. Mais il y a 4 transactions pour un total de 81 millions qui ont été envoyées à des comptes personnels aux Philippines qui sont passées. Et très rapidement, il y a plus de 20 millions qui sont retirés en cash aux Philippines. Alors, la Banque du Bangladesh envoie des messages Swift à cette banque aux Philippines pour leur demander de bloquer des comptes, juste avant les retraits, en fait. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, très astucieux, probablement des attaquants, c'était certainement pas par hasard, c'est un jour férié aux Philippines. C'est ce qui fait que, si on regarde la chronologie en détail, les attaquants se sont quand même débrouillés pour avoir 4 jours de tranquillité, disons, du point de vue opérationnel. Hein. Il n'y a pas de dimension technique, c'est uniquement le choix de la bonne date pour mener une attaque. Alors, la banque philippine informe la banque du Bangladesh que les comptes ont été bloqués, mais il restait finalement très peu d'argent, il restait 68 000 $, c'est-à-dire que l'essentiel avait déjà été retiré au moment où ils ont réussi à bloquer les comptes. Plus tard, la banque philippine expliquera à la banque du Bangladesh, parce que bien sûr, après, il y a des juristes qui vont intervenir pour faire pour les cases concernant tout cet argent, parce que les responsabilités vont être... il va y avoir des responsabilités à chercher. La banque philippine expliquera que ils n'ont pas pris en compte à temps le message de la Banque centrale du Bangladesh parce qu'il n'était pas tagué urgent. Donc, on voit déjà tout de suite qu'il y a une sorte de dossier de contentieux qui est monté par les uns et les autres. Mais ils réussissent quand même à récupérer 18 millions par les 80 millions de dollars. Alors, le reste a été retiré essentiellement dans des casinos, les Philippines étant un pays connu pour avoir une législation très libérale concernant les casinos. Concrètement, il n'y a pas de contrôle. Alors, le 7 mars, la Banque du Bangladesh annonce officiellement que ses comptes à la Fed ont été hackés et que de l'argent a été dérobé. Et immédiatement,
La Fed décline toute responsabilité dans l'affaire. Le 15 mars, et ça, je pense qu'un certain nombre d'entre vous que je connais s'en souviennent avec acuité, le 15 mars, une communication assez étrange de Swift qui mentionne des articles de presse et rappelle à tous ses participants, à tous ses utilisateurs, de l'importance de mettre en œuvre des mesures de sécurité minimales, sans pour autant faire une référence explicite au piratage de la banque du Bangladesh. Bon, tout ça, bien sûr, ça a coûté la tête du gouverneur de la Banque centrale du Bangladesh, essentiellement pas tellement pour le hack lui-même, plutôt parce qu'il a tardé à informer le gouvernement. On avait tardé à l'informer lui-même, mais enfin, il y a eu dissimulation et donc ça lui a coûté son poste. Le 17 mars 2016, il commence à y avoir des détails concernant les 35 transactions que j'ai décrites tout à l'heure. Le Sri Lanka, l'argent qui a été récupéré au Sri Lanka, l'argent qui a été retiré aux Philippines. Et on apprend aussi, dès mi-mars, on apprend que les comptes qui ont servi à envoyer l'argent ont été ouverts en mai 2015. Ça veut dire au moins 9 mois de préparation. Donc à ce moment-là, là on n'était plus du tout sur l'hypothèse d'un gentil hack du dimanche réalisé presque par hasard. C'était plus du tout ça, c'était quelque chose de préparé sur la durée et qui probablement nécessitait un investissement non négligeable. Alors, les 4 transactions de 81 millions, ce que j'évoquais tout à l'heure concernant la Deutsche Bank, la banque intermédiaire, parmi les transactions qui ont été bloquées, ce qui a fait lever l'oreille des opérateurs côté Deutsche Bank, qui était donc une de sa banques intermédiaires, c'était une faute d'orthographe. Une faute d'orthographe dans le nom d'un destinataire. Les attaquants avaient écrit Shalika Foundation au lieu de Foundation. Il manquait une lettre, un O, et ça a suffi aux Allemands, dont on ne peut que louer l'efficacité, et d'ailleurs, très rapide parenthèse, en ce moment même en période de crise sanitaire, je pense qu'on peut aussi louer leur efficacité. Et en la matière, c'est le fait d'avoir détecté cette simple faute d'orthographe qui a permis d'arrêter des transactions et donc de récupérer une quantité importante d'argent. Alors, Swift continue à communiquer de façon, à l'époque, pas tout à fait explicite. Le 21 mars, ils demandent à leurs clients de vérifier leur niveau de sécurité, de le renforcer si nécessaire, et puis ils fournissent une sorte de checklist. Alors, jusque-là, l'hypothèse, dans les banques centrales, dans les cercles de sécurité qui s'occupent de Swift, l'hypothèse principale était qu'il s'agissait d'une malveillance, d'une fraude interne à la Banque centrale du Bangladesh. Mais à partir du moment où Swift émet un certain nombre de recommandations que j'ai mentionnées, c'est probablement le jour où, dans le monde entier, on comprend qu'il s'agit d'autre chose. Il s'agit d'une attaque et donc il va falloir qu'on traite le cas d'une façon un peu différente d'une simple malveillance. Alors, le 25 avril, information très intéressante, on a un article de BAE, la société anglaise, qui, concernant un des malwares dont ils disent qu'il a été utilisé à la Banque centrale du Bangladesh, un malware donc pour Windows, donc déjà on sait que c'était des plateformes Windows, donc il y a un certain nombre de banques centrales où déjà les souffles commencent à s'apaiser un peu, les banques centrales qui étaient sur d'autres plateformes que Windows, et puis celles, ou les banques aussi, les banques et les banques centrales qui avaient des plateformes sous Windows, elles commencent à souffler un peu plus le rythme cardiaque commence à s'accélérer un peu, puisque c'est un malware pour Windows qui a été repéré par BAE. Et comment il a été repéré? Il a été repéré parce que il a été monté sur Virus Total, ce malware, juste avant, quelques heures avant le début de l'attaque. Alors, pourquoi les attaquants ont fait ça? Probablement pour vérifier une dernière fois, juste avant le lancement effectif de l'attaque, que leur malware n'allait pas être détecté par un antivirus, probablement.
Quoi qu'il en soit, BAE a récupéré ce malware, ce qui d'ailleurs me permet de faire une parenthèse très, très rapide pour ceux d'entre vous qui utilisent VirusTotal. Les connaisseurs, c'est bien sûr l'évidence, mais enfin, les néophytes, j'ai vu plusieurs fois l'erreur être commise. Et donc, il faut rappeler que lorsque vous soumettez quelque chose à VirusTotal, enfin, lorsque vous soumettez un exécutable, hein, ce que vous pensez être un document ou un malware, c'est conservé et c'est accessible à des abonnés de VirusTotal. Donc faites attention à ce que vous soumettez à VirusTotal s'il s'agit de choses confidentielles. Quoi qu'il en soit, BAE analyse donc le malware et dans le même temps, on a Swift qui sort une mise à jour de sa plateforme SA avec une amélioration de ses contrôles d'intégrité. Il y a des contrôles d'intégrité qui sont réalisés toutes les heures au lieu d'être faits toutes les 24 heures. Donc on voit que ça commence à bouger du côté de chez Swift. Le 3 mai, ils envoient une communication où ils affirment que leur infrastructure n'a pas été compromise, ce qui à ce jour est vrai. Leur infrastructure n'a pas été compromise. Et puis ils commencent à envoyer des informations concernant d'autres types de malware. Et puis là commence une longue litanie. On ne peut peut-être pas l'expliciter trop en détail, mais enfin vous verrez dans la présentation, vous pourrez voir l'ensemble de la litanie d'IOC, d'indicateurs de compromission, qui vont être partagés et qui vont permettre de repérer un certain nombre de malwares ou de techniques qui auraient pu être utilisées dans ce type d'attaque. Mais j'ai évoqué IOC, alors là, peut-être que ça va être évident, et je pense que ça va être évident, j'ai vu un certain nombre des noms qui se sont affichés dans les inscrits, pour beaucoup d'entre vous, ça va être évident, mais peut-être que pour 2 ou 3 d'entre vous, ça ne l'est pas. Qu'est-ce que c'est qu'un IOC, un Indicator of Compromise? Donc, c'est un objet, un artefact, une donnée, une observation dans un réseau ou dans un système qui permet de caractériser la compromission d'un système avec un fort degré de confiance. Le dernier terme est important parce qu'il y a beaucoup d'informations qui sont censées être des IOC, mais qui sont dans les faits pas si de confiance que ça. Donc ça, c'est la définition d'un IOC. Si je dois donner un exemple pour l'illustrer, prenons cette barrière qui va figurer notre système d'information. Alors, quelle pourrait être ici l'IOC? L'IOC, ça pourrait être, bien sûr, tout ça, c'est symbolique. Hein. L'IOC, c'est regarder s'il y a des traces de pneus à droite du portail. Ah d'accord, ça c'est l'IOC, c'est-à-dire quelqu'un me dit, regarde s'il y a des traces de pneus à droite du portail, s'il y en a, c'est probablement que tu as été compromis, je regarde et il y en a. Voilà, donc ça c'est un exemple symbolique, dans la réalité, les IOC, ça va être des signatures d'IDS, des signatures d'antivirus, ça va être des adresses IP, des URL et bien sûr des hashes de malware, comme on l'a vu tout à l'heure pour les 6 malwares qui ont été utilisés à la Banque centrale du Bangladesh. Donc ça, c'était pour l'interlude IOC. Le 12 mai, si on reprend la chronologie, la Banque centrale du Bangladesh accuse la Fed, mais aussi Swift. Alors Swift et la Fed disent non, on n'y est pour rien, c'est vous qui aviez mal implémenté Swift chez vous. Alors, les chercheurs de BAE, très tôt, hein, le 13 mai, et force est de constater que rétrospectivement, ils avaient probablement raison, ils voient une similitude entre les malwares qui ont été utilisés dans cette attaque avec les malwares qui ont été utilisés dans l'opération Sony en 2014, si vous vous en souvenez, le film avec le dirigeant nord-coréen, etc. Et donc, le 15 mai, en continuant, on a une banque vietnamienne qui déclare avoir évité une attaque très similaire à celle de la Banque centrale du Bangladesh. Détail intéressant, cette attaque contre la banque vietnamienne aura été perpétrée par l'intermédiaire d'un fournisseur de services. Les attaquants, dans la plupart des cas, ils vont constater que des banques ou des organisations relativement importantes vont avoir des moyens pour employer des gens comme des employés de Randori Sec, par exemple, pour renforcer leur sécurité. Et donc, qu'est-ce que vont faire les attaquants? Ils vont chercher le maillon faible. Et souvent, le maillon faible, ça va être un fournisseur de services qui va permettre d'entrer dans le système plus facilement que s'attaquant en frontal à la cible. Alors,
On a aussi des banques latino-américaines qui ont été ou qui sont ciblées. On apprend par exemple qu'en janvier 2015, il y a eu 12 millions qui ont été volés, 12 millions de dollars qui ont été volés, dérobés dans une banque d'Équateur. Et peut-être, probablement, par le même type de technique, le même type de groupe. Alors, cette banque, elle a un cas, elle a porté plainte auprès de la Wells Fargo et de la Citibank, qui ont donc processé les transactions frauduleuses. Détail intéressant, la Citibank a remboursé intégralement les 1,6 million. Je pense qu'ils ont préféré rembourser, quand bien même ils n'étaient pas responsables peut-être à 100%, plutôt que de risquer un procès qui aurait été mauvais pour leur image. Alors ici, Swift, ici, qu'est-ce qu'ils disent dans leur litanie de communication, litanie d'IOC, mais aussi litanie de communication, qu'est-ce que dit Swift? Ils disent il est très important de communiquer. Et la communauté Swift ne communiquait pas assez entre elles, et donc il va être important de communiquer davantage d'informations entre les participants. Alors bien sûr, les communiquer sur les incidents, communiquer entre divers acteurs d'un domaine similaire, c'est super important, c'est très important, c'est ce qui permet souvent d'empêcher des attaques effectives. Alors là, on a le CEO, le président de Swift, qui le 24 mai parle d'un tournant majeur. Il dit qu'il y aura un avant et un après ce qui s'est passé. Et donc là, on saisit tout de suite que non seulement c'était probablement le plus gros cyberbraquage de l'histoire, mais qu'en plus, il y aura des conséquences qui sont très importantes pour l'ensemble du système bancaire. Alors, très concrètement, vous voyez qu'il parle le 24 et le 27, il y a une première communication concernant le Customer Security Programme, et je vais passer ici rapidement sur le Customer Security Programme. Ce qu'il y a là, c'est ce qui a été annoncé à l'époque, c'est pas tout à fait ce qu'on retrouve dans le Customer Security Programme, dont vous parlera beaucoup plus en détail Nicolas Cronier, juste après moi, si je ne prends pas trop de retard. Alors, comme la présentation, je l'avais faite pour d'autres cercles, d'autres instances avant, j'avais parlé du Security Programme. Alors, je vous donne très rapidement mon point de vue, Nicolas vous le détaillera, mais est-ce que c'est un nouveau framework de risk management un peu ISO style? Pas vraiment. Le mood, c'est plutôt les hippies, vous entrez par la porte de derrière et on va vous afficher. Alors, bon, les investigations, on parle de complicité interne, on est le 30 mai 2016, on parle de complicité interne, et puis là, on commence à avoir des IOC concernant des mails de phishing. On a des allégations concernant des attributions, il est dit que des attaquants de l'Est, russes, pourraient avoir été à l'origine de ces attaques. Alors, quelles sont les motivations de ceux qui disent ça? Ils disent que le code de certains des malwares qui ont été utilisés ressemblait beaucoup, sauf que ce type de preuve est quand même très faible, parce que les malwares, d'une part, peuvent s'acheter, les malwares, des morceaux de code peuvent se réutiliser, et donc c'est pas du tout parce qu'on va trouver du russe dans un morceau de code que c'est les Russes derrière. C'est pourtant ce qui s'est fait un peu à l'époque. Le cirque de l'attribution a été très rapide à se mettre en branle. Alors, nouveaux IOC, on parle de Cobalt Stripe, de Mimikatz, de Nesteg, et puis des signatures Yara. Pour ceux d'entre vous, vous pouvez chercher dans l'historique, vous verrez qu'il y a eu des signatures qui ont été très rapidement sorties. On a des haches. Alors, qu'est-ce que ça signifiait à l'époque? Ça signifiait dans beaucoup d'organisations importantes le fait que, on cherchait. On cherchait si on n'avait pas ces haches quelque part dans le système d'information. Et donc ça, c'est un process
qui nécessitent d'être outillés et d'avoir le personnel et les modus operandi qui vont bien pour être en mesure de faire ça de façon efficace. Alors, là, on est à la fin de l'été, le 30 août 2016. Swift parle carrément de attaques qui sont en cours et certaines ayant été couronnées de succès pour les attaquants. Donc le niveau de stress là, de tous les gens qui s'occupaient de sécurité autour de ça était particulièrement élevé. Alors ils évoquent aussi quelque chose, Nicolas en parlera probablement, hein, ils l'évoquent, après ils sont un peu revenus dessus, peut-être qu'après ils l'ont confirmé, la possibilité de communiquer aux autorités de régulation les manquements majeurs à leur Customer Security Program, c'est-à-dire leur nouveau framework de sécurité. Alors, en septembre, ils annoncent quelque chose qui, de mon point de vue, aurait dû être fait bien auparavant, mais enfin, mieux vaut tard que jamais. Ils annoncent la possibilité d'avoir un rapport journalier par un canal différent de Swift des transactions qui ont été effectuées. Vous vous souvenez, pendant le début de la chronologie, une des raisons du succès de l'attaque, c'est que les messages étaient envoyés via Swift. Et donc, c'est quand même une assez bonne idée d'avoir par un canal différent, par mail ou autre, un canal complètement différent de l'infrastructure Swift, un certain nombre d'informations. Et c'est ce qu'ils annoncent comme étant une nouvelle fonctionnalité. Alors ça, je vais passer, je vais l'expliciter un petit peu. Quel est le modus operandi qui a probablement été utilisé par les attaquants? Alors probablement qu'ils ont compromis un environnement client. Parmi les IOC, les TTP qu'on peut citer, bien sûr, il y a du phishing, des malwares qui ont permis de faire du phishing. Il y a aussi eu, ils ont aussi constaté des investigations, ont aussi mis en lumière qu'il y a eu des modifications des règles de pare-feu des stations Windows qui ont été faites. Il y a eu l'utilisation d'un certain nombre d'outils qui sont connus et whitelistés, qui ne posent pas de problème, ou en tout cas qui sont régulièrement utilisés pour l'administration, comme je sais pas, PSExec par exemple. Et puis des malwares très spécifiques dédiés à la lecture d'informations Swift. Ensuite, une fois qu'ils ont pris pied dans le système d'information, les attaquants ont obtenu des credentials, c'est-à-dire des informations, des authentifiants qui leur permettaient de créer, valider et soumettre des transactions Swift. Donc là, on prend pied dans le système d'information et à partir de là, après, on va s'adresser aux plateformes Swift pour créer les messages frauduleux. On envoie les messages, troisième phase de l'attaque, en utilisant ces messages, ces authentifiants légitimes. Et puis, quatrième étape très importante pour le timing et puis le temps de détection que j'évoquais tout à l'heure, on efface les traces qui permettent d'avoir plus de temps avant d'être découvert et donc, in fine, de retirer l'argent avant qu'une banque le bloque. Alors, Swift, qu'est-ce qu'ils ont dit, hein, et là, je ne vais pas empiéter trop sur la partie de Nicolas Cronier. Ils ont dit stop. Alors, ils ont annoncé la publication d'un certain nombre de contrôles. Ça, c'est le Customer Security Program. 16 contrôles obligatoires, 11 contrôles qui sont recommandés. Et puis une notion, une approche KYC, Know Your Customer. En gros, l'idée, c'est que chacun est obligé de publier une attestation et l'attestation est visible à ceux qui la demandent, sous réserve de publier la sienne aussi. Enfin, Nicolas expliquera ça tout à l'heure, donc je ne vais pas m'embourber dans le mécanisme du CSP. L'idée générale, quand même, que moi je retiens un peu, c'est Swift qui dit gérez votre sécurité. Gérez votre sécurité. Alors, un article intéressant que je n'ai pas pu m'empêcher de mettre ici, hein, bien sûr, c'est Reuters le 17 août 2016, qui explique que Swift était et est quand même dominé par les grandes banques occidentales, Citibank, JP Morgan, Deutsche Bank, BNP Paribas et d'autres, d'accord. Et ces grandes banques occidentales ont quand même une caractéristique, c'est qu'elles ont des moyens, parce que c'est les plus grandes. Et comme elles ont des moyens, elles sécurisent en général assez bien leur IT. Et donc ça a eu comme
disons, effet de bord au fil des années. N'oubliez pas que Swift, c'est 73. Hein. Ça a eu comme effet de bord d'entraîner une certaine, disons, légèreté sur la sécurité de Swift, de façon générale. Parce que les grandes banques centrales, elles, se sécurisaient. Donc, Swift, voilà, c'est jamais qu'un tuyau. Et bon, là, en 2016, on est arrivé à la limite de cette logique. Et il a fallu changer les choses fondamentales. Alors, des attributions, les efforts d'attribution continuent à avoir lieu. En septembre 2016, on parle de la Corée du Nord. Donc Sony, la Corée du Nord, ça fait déjà 2 fois qu'on en parle. On constate que d'autres banques, par exemple en décembre 2016, on a une banque turque qui a été attaquée, bien qu'on ne soit pas certain dans ce cas-là qu'il s'agisse de Lazarus, c'est-à-dire probablement les Coréens, mais peut-être un autre groupe qui a repris les mêmes techniques. On ne sait pas, quoi qu'il en soit. Des banques indiennes, 3 encore, je passe rapidement. L'idée à retenir de façon générale, c'est que ce n'était pas que la Banque centrale du Bangladesh, c'est qu'il y en a eu d'autres. Certains de ces cas ont été rendus publics, d'autres non. Et probablement que c'est encore en cours, bien sûr, puisque ça fonctionne pour les attaquants. Alors, en août 2017, on a une communication intéressante qui rappelle que la plupart des attaques ont été, et puis j'accélère un peu parce qu'il me reste 5 minutes, je crois, la plupart des attaques ont été arrêtées à plusieurs étapes, d'accord. Certaines ont été arrêtées par Swift, qui a détecté des choses, par Swift eux-mêmes. Certaines attaques ont été arrêtées parce que les destinataires ou des correspondants intermédiaires ont détecté que dans leurs opérations de monitoring, qu'il y avait des choses qui se passaient mal. Certaines ont été arrêtées par la communauté sécurité. J'ai expliqué tout à l'heure l'exemple de Virus Total et d'analyse de ce qui est uploadé sur Virus Total. Mais étonnamment, dans le recensement qui est fait, aucune mention d'attaque qui a été arrêtée par les victimes elles-mêmes. Chose très très intéressante sur ce cas aussi, c'est que les attaquants, ils ont eu une logique très dynamique de leur attaque. C'est-à-dire que non seulement ils ont réversé le fonctionnement de la Swift Alliance Access de la SA pour comprendre comment elle fonctionnait et créer leur malware, mais au fur et à mesure que Swift publiait des patchs et des correctifs de sécurité, ils modifiaient leur malware en conséquence. C'est-à-dire que Swift publiait des correctifs de sécurité et dans les jours qui suivaient, des nouveaux IOC concernant des malwares mis à jour étaient détectés. Et ça c'est particulièrement fort de leur part. Je vais passer rapidement sur ça. C'est les suites de la chronologie. Vous pourrez la retrouver sur le site de Randorisec. On arrive vers la fin. Alors j'étais au Chili à peu près vers cette époque-là. Quelques semaines après, c'était un gros cas. On a eu une banque chilienne qui a été victime d'une attaque, et d'une attaque très similaire à celle qui avait été menée auparavant, c'est quelques slides avant, sur une banque taïwanaise, et peut-être probablement par le même groupe. Et on en finit pour la chronologie hier ou avant-hier, où on a une agence américaine, la Cyber Security and Infrastructure Security Agency, qui a sorti une guidance on North Korean cyber threat, donc sur la menace que représente la Corée du Nord dans le monde cyber. Et là, ils explicitent officiellement l'attribution du braquage de la banque centrale du Bangladesh à des équipes de la Corée du Nord. Alors, si on revient quelques problèmes de sécurité probables, encore une fois, je n'ai pas eu accès, moi, aux divers rapports d'investigation, mais enfin, probablement, on peut imaginer que côté Banque centrale du Bangladesh, il y a eu un certain nombre de problèmes concernant les fondamentaux de la sécurité, comment on gère les comptes, quel type de durcissement on a appliqué sur les systèmes, quel type de vulnerability and patch management on a mis en place. Probablement aussi sur l'utilisation des comptes privilégiés était-elle bien trop laxiste. Probablement que
il y a eu des choses qui ont pu être, des actions qui ont pu être réalisées ou des malwares qui ont pu être installés parce que des gens travaillaient avec des comptes administrateurs. On a eu des défauts de détection de malware, des défauts de segmentation réseau, très probablement, puisqu'il y a eu des actions qui ont pu être faites depuis des stations opérateurs qui n'auraient normalement pas dû pouvoir accéder à certains systèmes. Et puis aussi l'absence d'authentification multifacteur. Là, s'il y avait eu une authentification multifacteur, probablement que ça n'aurait pas fonctionné ou ça aurait été beaucoup plus difficile à réaliser pour les attaquants. Alors, aussi du filtrage web, email, certainement. Des défauts de monitoring, de détection bien sûr et d'alerte. Hein. Probablement que la Banque centrale du Bangladesh, ça je suis sûr, c'est pas probable, n'avait pas fait appel à Randorisec pour pentester ses systèmes et elle aurait dû, et probablement qu'elle n'avait pas non plus fait appel à n'importe quelle autre compagnie qui fait des pentests parce qu'un certain nombre de vulnérabilités qui ont servi à l'attaque auraient été découvertes par des pentesters. Des défauts en matière de management de la crise, hein, et probablement aussi qu'ils n'avaient pas fait suffisamment d'exercices pour se préparer à ce type de crise et à gérer ce type de crise. Des défauts, alors peut-être côté Fed pour le coup, hein, des défauts concernant l'analyse des transactions. Vous vous souvenez, l'équipe d'une dizaine de personnes qui gère les transactions, là, il y a probablement eu des défauts quant à l'analyse des transactions qui ont été envoyées par la Fed et elles auraient probablement dû être bloquées. Et puis, pour des opérations très sensibles, il faut mettre en place des opérations 4 yeux, c'est-à-dire avec double validation. Alors, en conclusion, et j'arrive, voilà, la première conclusion, comme je l'évoquais, c'est que c'est still ongoing, c'est-à-dire il y a probablement que les attaques sont encore en cours. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Ça l'était il y a un an et demi. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Probablement, même si j'en ai pas la certitude. Il est très certain, il est très probable que les attaquants ont investi beaucoup. C'est pour ça que l'hypothèse Corée du Nord est finalement assez crédible. Hein. Il a fallu des moyens et du temps pour comprendre comment fonctionnait Swift et pour réaliser une telle attaque. C'est le plus grand, à ma connaissance, et le plus important cyberbraquage jusqu'à maintenant qui a eu lieu. Le temps de détection est quelque chose de clé. Hein. Mettre en place des mesures de prévention et chercher des vulnérabilités, des pentests, c'est super. Maintenant, il faut se préparer à être piraté. Et une fois qu'on est piraté, le temps de détection, c'est quelque chose de clé. Ça permet de réagir, ça permet de communiquer, ça permet de recouvrer un fonctionnement normal ou plus ou moins normal. Et tout simplement, ça permet de savoir qu'est-ce qui se passe. C'est-à-dire que la situation est moins mauvaise quand on sait ce qui se passe, même si ce qui se passe est grave. N'oubliez pas les logs applicatifs, hein. Les logs système c'est très bien, mais les logs applicatifs c'est essentiel. Il y a dans les logs applicatifs énormément d'informations qui peuvent servir à détecter des problèmes comme ceux que j'ai passé 45 minutes à vous décrire. Attention à la normalisation du danger. La normalisation du danger, c'est quoi? C'est le numéro 2 de la Banque centrale du Bangladesh qui arrive et qui se dit « Ouais, l'imprimante, elle ne marche pas, c'est normal, je suis habitué. » Et hop, je repars chez moi. Non. Là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai normalisé un risque. Le risque, c'est quoi? C'est que l'imprimante ne fonctionne pas et qu'elle ne soit pas à même de révéler une vraie fraude. Donc, il faut faire attention quand on s'habitue à un risque, alors qu'on n'aurait pas dû. Alors, les logs et les traces, il y a quelque chose qui est intéressant ici, c'est que l'intérêt de collecter des logs et des traces, c'est bien sûr pour être en mesure d'investiguer, bien sûr pour être en mesure de détecter, mais dans certains cas, c'est aussi important parce que ça permet ensuite de se dédouaner proprement de sa responsabilité. C'est-à-dire que là, j'en sais rien, mais j'imagine que côté Fed, ils ont dû chercher dans les logs quels avaient été les contrôles qui ont été faits et processés. Et donc, bien sûr, quand il y a des lacunes en la matière, ça peut ensuite poser des problèmes de responsabilité. Communiquer avec les pairs, c'est très important. Bien sûr, ça c'est valable pour tous autant qu'on est, pour les 50 inscrits, mais merci de vous être inscrits si nombreux. C'est valide pour tous autant qu'on est. Faites attention à ce que vous publiez sur vos réseaux sociaux, sur vos profils LinkedIn. Le hack de la Banque centrale du Bangladesh a commencé comme ça. Je cherche sur LinkedIn celui qui potentiellement a des accès qui m'intéressent. Et je vais le cibler. Dernier slide, je crois. Bien sûr,
Il faut considérer que l'attaque permet de bien orienter la défense, et donc il faut implement faulty missing security controls and process. Take advantage, utiliser le CSP. Alors le CSP, il ne faut pas le voir encore une fois comme un framework ISO-like, il faut le voir comme quelque chose dont on peut réellement faire améliorer la sécurité. Ce n'est pas une simple réassurance formelle et, disons, bureaucratique. N'oubliez pas les back-office. Il y a souvent des back-office dont on ne se préoccupe pas et les attaquants vont probablement les cibler dans le futur. On va faire des châteaux forts Swift, mais derrière, il y a des back-office. Bien sûr, préparer la réaction, pas que la prévention. Et j'en ai fini. J'arrive sur mon compteur à moi à 45 minutes, mais avec les petits défauts de début, je suis à plus de 45 minutes et veuillez m'en excuser. Non, c'est parfait, on est dans les temps. Merci beaucoup, Inti. C'est le moment des questions, si vous en avez. Alors moi, j'en ai vu une passer sur le fil que j'ai notée en particulier. Enfin, Nicolas a répondu en live à la plupart des questions. Il y en a une que je repose malgré tout, si tu veux compléter de ton côté. Première question d'Emmanuel qui a demandé quid des SIEM de la Banque centrale du Bangladesh. Alors Nicolas a répondu qu'à l'époque, il n'y en avait sûrement pas. Est-ce que tu as des infos? Non, c'est ça, non, ils n'en avaient pas. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils avaient une infrastructure qui était très, minimaliste, mais dont on aurait tort de se moquer. C'est une infrastructure qu'on retrouve dans beaucoup de participants Swift. Bien sûr, si vous allez voir la BNP, la Société Générale ou la Bundesbank, vous allez trouver des infrastructures très solides avec beaucoup de gens qui s'en occupent et beaucoup de sécurité autour, c'est certain. Enfin, il y a énormément de participants Swift, énormément, chez lesquels l'infrastructure est finalement assez dépouillée. Donc non, il n'y avait pas de SIEM. Et j'attire à nouveau l'attention sur cette idée que j'ai évoquée tout à l'heure. Le SIEM, c'est super, c'est très bien, c'est nécessaire. J'en ai un là où je travaille en ce moment, et il faut en avoir un. Maintenant, jusqu'à maintenant, j'ai quand même vu une utilisation du SIEM qui était essentiellement technique par des techniciens. Et je pense que le SIEM deviendra vraiment quelque chose d'utile quand on saura traiter des logs applicatifs dans le SIEM. Des logs applicatifs aux côtés des logs techniques et réussir à faire des corrélations entre les deux. Ok. Est-ce qu'on a d'autres questions? Nicolas, tu m'as asséché mes questions, c'est très bien parce que j'ai soif et puis maintenant ça va être à toi. Parfait. Je vais pas faire pareil avec ta présentation. Pas d'autres questions, visiblement. Un grand bravo alors, virtuel. Réel pour moi. Mais... Merci. Et puis, floor is yours, Nicolas.